Rejoignez la communauté des Digitailers et découvrez les histoires de spécialistes de l'ABCD du marketing digital. Aujourd'hui, nous accueillons Charline Duval, spécialiste en marketing et communication chez Caterpillar, qui va nous partager son expertise en programmatique, un bon exemple du A d'Analytics. Bonjour Charline. Bonjour Ophélie. Merci d'être présente aujourd'hui pour partager ton expérience en programmatique. Tu as travaillé pendant plusieurs années en agence et je voulais savoir si tu étais d'accord de partager un peu plus avec nous à ce sujet et sur ton parcours professionnel. Oui, bien sûr. J'ai commencé à travailler en 2015 sur le compte de Microsoft dans une agence à Londres. Mon équipe en fait était composée de 13 personnes et nous couvrions tout ce qui était print, télé, outdoor, mais aussi toute la partie digitale. Et la partie digitale couvrait la programmatique, la partie social media aussi et également le Google Ads. J'ai travaillé sur ce compte Microsoft pendant 2 ans. Après cela, je suis partie, à Singapour où j'ai travaillé chez Publicis et cette fois-ci, je couvrais le compte de Oracle, donc IT et je couvrais, toute la partie, Asie-Pacifique. Finalement, après 1 an chez Publicis, je suis, venue en Suisse, où cela fait 3 ans que en fait, je vis ici. J'ai commencé, mon premier travail en tant que, trader en programmatique sur, des petits comptes, qui couvraient la Suisse. Ensuite, j'ai été media manager dans une agence digitale, appelée Wavemaker et je couvrais, plusieurs comptes de luxe et aujourd'hui, je suis, marketing spécialiste chez Caterpillar, et je couvre l'Afrique, le Moyen-Orient et la Russie. Voici un peu mon parcours professionnel jusqu'à présent. Super intéressant, en tout cas géographiquement hyper varié. Et tu as parlé de beaucoup d'entreprises qui ont investi en campagne payante. Et je voulais savoir pourquoi faire des campagnes payantes en marketing aujourd'hui? Alors très bonne question. Aujourd'hui, tout se fait en ligne. Tout se fait en ligne, même, nos parents, voire même nos grands-parents, font des recherches, en ligne avant d'acheter, quoi que ce soit ou même, pour comparer des produits ou se renseigner, tout simplement. Et aujourd'hui, si une entreprise n'est pas présente en ligne, elle est presque invisible. Les gens aujourd'hui font des recherches, donc il est impératif d'être présent. Au niveau des campagnes payantes, aujourd'hui, les entreprises ne peuvent pas juste, se baser sur, leur site web pour se faire connaître. Il faut pour pouvoir vendre plus, pour pouvoir gagner plus de clients, pouvoir, se faire connaître à travers le web et pour ça, il faut passer par les campagnes payantes. Tu as brièvement un peu, tu brièvement justement parlé des différents types de campagnes payantes. Tu as parlé du social, tu as parlé aussi de programmatique et est-ce que tu peux nous en dire plus sur, qu'est-ce qu'une campagne payante en marketing? Quels sont les différents types de campagnes payantes qui existent pour qu'une entreprise justement, promeut ses activités et Oui. génère du trafic sur son site? Alors, pas mal d'options aujourd'hui s'offrent aux entreprises qui veulent se faire connaître en ligne. Avant tout, il y a les réseaux sociaux. Donc avoir une page, Facebook, par exemple, n'est pas suffisant, car les promotions, par exemple, qu'une entreprise voudra faire ne va toucher que les, followers de la page. Donc il faut pouvoir faire du payant même sur Facebook pour toucher une audience plus large. Mais en tout cas, les réseaux sociaux est un premier moyen, donc ça peut être Facebook, Instagram, Twitter ou même LinkedIn. Ensuite, il y a du Google Ads. Donc Google Ads, se fait bien sûr, via Google et on peut faire aussi du YouTube, pour des vidéos ou encore une fois de la programmatique. Donc il y a beaucoup de possibilités aujourd'hui pour pouvoir, faire des campagnes payantes en ligne. Parfait. Et dans quel contexte, peut-on envisager la création d'une campagne payante au sein d'une entreprise? Enfin, dans quel, cas d'application tu recommanderais le payant, plutôt que juste du simple organique? Alors une entreprise, même les grands noms, qu'on connaît tous, font aujourd'hui du payant.
Que ce soit pour le lancement d'un nouveau produit, par exemple, il faut que, les users online soient au courant du lancement du nouveau produit. Donc, pour ça, il faut faire, une campagne, payante en tout cas. Ou ça peut être aussi, tout simplement pour se faire connaître. Donc ce qu'on appelle une campagne awareness, donc awareness du verbe, aware en anglais, qui signifie être au courant d'eux. Donc si on veut, se faire connaître, que ce soit dans une ville ou dans un pays entier, il faut passer par une campagne payante. Enfin, c'est assez intéressant ton parcours parce que tu as travaillé du côté de l'agence, donc tu as programmé toutes ces campagnes payantes. Ouais. Aujourd'hui, tu travailles du côté du client, donc tu demandes aux agences de programmer ces campagnes payantes pour le compte de cette entreprise. Et comment créer une bonne campagne payante? Alors, pour une bonne campagne payante, on va regarder l'investissement, le retour sur investissement d'une campagne. Donc il faut connaître son audience, hein, qu'on veut cibler, quelle est la zone géographique de son audience, dans quelle industrie elle est, où elle travaille, son comportement en ligne de manière générale. Ça généralement, on peut avoir accès à l'information. Par exemple, si, on essaie de cibler des hommes qui travaillent en banque, on va dire à Genève, on sait que ces personnes-là sont aussi intéressées par, les nouvelles ou des nouvelles business ou même par des sports. Donc on peut connaître un peu leur comportement de manière générale. Avoir une connaissance du marché aussi est crucial. Quels sont les compétiteurs qui sont présents aujourd'hui sur le marché? Est-ce qu'ils ont des offres potentielles actuelles? Et pour aussi créer une bonne campagne payante, on a besoin de savoir quel est nous notre but, quel est notre objectif. Est-ce qu'on a envie de juste tout simplement se faire connaître ou est-ce qu'on veut vendre un produit en particulier? Et avoir aussi un budget en tête, va permettre aussi à l'agence de savoir, comment elle va pouvoir nous soutenir pour notre objectif, qu'on a défini. Donc si je résume bien, il faut le premier élément hyper important, c'est déjà de connaître son audience, donc de placer l'humain au centre. Tout à fait, oui. Après ça, c'est vraiment de définir son objectif, que ce soit clair, parce que c'est l'objectif qui va, en quelque sorte designer tout le reste de la campagne. Et par rapport à ce budget, est-ce que, tu as des budgets un peu en tête, en fonction de la taille de l'entreprise ou en fonction du type de campagne payante? Voilà, quels sont tes conseils? Alors les budgets vraiment varient. Souvent, le budget qu'on met dans une campagne marketing peut varier aussi en fonction du prix du produit qu'on essaie de vendre. Plus on essaie de vendre un produit cher, plus on va mettre de budget en campagne marketing. Si on essaie de vendre des voitures, par rapport à, je sais pas, des bougies, le prix ne sera pas du tout le même. Ensuite, ce que je conseille, c'est généralement de regarder la zone géographique. Si on essaie de cibler juste une ville, bien sûr, le budget sera plus petit que cibler un pays tout entier. Mais généralement, pour faire, une campagne assez complète, je conseillerais d'avoir un budget de minimum 5 000 francs, par mois. OK. Et donc du coup, on connaît notre cible, on a défini l'objectif. Maintenant, on sait à peu près quel budget il faut investir pour une campagne payante. Mais comment faire un bon brief auprès d'une agence? Oui, alors le brief est très important, hein, c'est une étape, qui est cruciale. Si on ne briefe pas bien une agence, l'agence ne va pas avoir le contexte de notre entreprise et ne va pas connaître, nos, pain points, nos points faibles, on va dire et ce qu'on cherche à faire. Donc l'agence, aujourd'hui, elle est pas spécialisée dans notre domaine, donc il faut, vraiment tout lui donner, le plus d'informations, possible. Donc la 1re étape est de lui dire: «OK, quelle est la géographie qu'on a envie de cibler? Qui sont les personnes? Est-ce qu'on veut cibler, une ville entière ou tout un pays? Quelle est notre audience? Est-ce qu'on sait qu'on veut cibler, par exemple, seulement les femmes ou seulement les hommes? Peut-être qu'on a, une estimation de l'âge, on ne veut pas cibler les jeunes ou, on ne veut pas cibler les étudiants ou on ne veut pas cibler ceux en recherche d'emploi. Donc on peut rentrer dans ce genre de détails. Quel est le message principal aussi qu'on a envie de diffuser à notre audience? Est-ce que, on a une offre en particulier en tête ou le message qu'on a, c'est juste on lance un nouveau produit? Quel est l'objectif, à communiquer à l'agence? Est-ce qu'on veut vendre plus ou on veut juste se faire connaître, par exemple? Et après, quelles sont, les bannières disponibles pour nous se faire connaître en ligne? Est-ce qu'on a des vidéos? Est-ce qu'on a des photos ou qui sont un peu remasterisées?
On peut aussi redéfinir la langue, hein, parce que parfois on essaie de cibler des pays qui ont une langue différente. Le temps, parfois on a une promotion qu'on a envie de faire seulement pendant 1 mois ou pendant 2 mois. Le type de marketing qu'on cherche à faire. Est-ce que, donc ça va dépendre aussi de notre objectif. Si on essaye juste de se faire connaître, on va dire à l'agence: «Je veux faire de l'awareness». Le budget aussi qu'on a, la liste des compétiteurs. En fait, le plus d'informations possible, au plus, l'agence pourra cibler au mieux, notre cible. OK. Et à un bon moment, tu disais qu'on pouvait, quand même aller à un certain niveau de détail pour cibler notre clientèle. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce niveau de détail, par catégorie de campagne payante? Oui, alors, on va dire que si on parle que du digital, la programmatique, le social ou même le Google Ads, on peut aller à un niveau de targeting et de précision assez poussé. Donc c'est-à-dire, encore une fois, la zone géographique, l'âge. On peut également, cibler, alors je sais que sur les réseaux sociaux, on peut cibler par exemple par, intérêt. Donc si une personne est intéressée par exemple par du sport, on va pouvoir aller, cibler seulement les personnes qui ont un intérêt pour le sport. Donc sur Facebook, on va un peu observer le comportement de notre audience cible sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook. Est-ce que la personne, elle like beaucoup d'articles de sport? Est-ce qu'elle suit des groupes de sport? Est-ce qu'elle participe, ou commente des articles de sport? Donc ça va nous donner un indice sur son comportement et sur l'intérêt de la personne. On va pouvoir mettre les users dans des cases et pouvoir les cibler, de cette manière. En programmatique, on va pouvoir aussi pousser, le ciblage par un comportement, complètement, incroyable. Donc par exemple, on peut cibler une audience en faisant du look-alike. Donc c'est-à-dire que si on a défini une audience, on va pouvoir créer une audience similaire, donc augmenter, l'audience qu'on veut cibler par du lookalike, donc cibler une audience qui a un comportement digital qui est très similaire à notre audience de base. Donc naturellement, ça va grossir notre audience. On peut, faire du interest based, donc ciblage, des personnes avec les mêmes centres d'intérêt que notre audience de base. On va pouvoir faire du contextual targeting, donc ça veut dire que sur tout le web, on va, sur plein de sites, on va chercher du contenu qui est similaire au nôtre. Donc par exemple, si on est, une entreprise, si on est fleuriste, on cherche à se faire connaître, on peut faire du contextual targeting et sur tout le site sur tous les sites internet, par exemple à Genève, on va pouvoir, faire du ciblage sur des contenus similaires. Donc imaginons que, il y ait, une entreprise où il y ait un événement qui soit, axé sur les fleurs avec des chars, de fleurs ou autre. On va pouvoir, cibler ce site internet en particulier parce qu'il y a un lien avec mon entreprise. Et finalement, on va pouvoir aussi faire du competitive targeting, c'est-à-dire que si on connaît nos compétiteurs de fleuristes sur le marché, on va pouvoir dire: «Bon, bah, voilà, à chaque fois que, une personne, fait une recherche sur, des fleurs dans son quartier, moi, je vais pouvoir montrer ma bannière, publicitaire». Top. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé. Je pense que pour les gens, c'est assez clair ce qu'est une campagne payante sur les réseaux sociaux, parce que je pense qu'on a tous vu, ce fameux mot sur les posts, sponsored ou ads. Pareil pour ce qui est Google Ads, je pense que les gens sont conscients que les 3 premiers résultats sont des campagnes payantes et d'ailleurs, il y a souvent la mention ads, tout en haut. Mais par contre, pour la programmatique, c'est peut-être un mot qui est pas très connu ou peut-être que les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est. Ils l'ont certainement déjà vu, mais est-ce que tu pourrais peut-être un peu expliciter ce terme, donner des exemples et expliquer un peu tout le business model, en fait, derrière la programmatique? D'accord, ouais, alors la programmatique est un sujet, très intéressant, très, très large. C'est vrai que c'est très peu connu, on va dire. La façon dont la programmatique marche, déjà, il faut absolument, passer par une agence. Sans passer par une agence, on ne peut pas faire de la programmatique aujourd'hui. Mais la programmatique, en une phrase, c'est vraiment cibler la bonne personne au bon moment avec le bon message. Et ça, c'est primordial d'avoir ça en tête quand on fait de la programmatique. Après avoir briefé une agence sur notre objectif et cetera, l'agence va pouvoir en fait, via nos bannières,
diffuser nos bannières partout sur le site, tout en gardant en tête notre audience cible. Pour cela, la programmatique, en fait, un peu comme Google Ads, marche d'une façon similaire, c'est-à-dire via un processus d'enchère. Donc, si, imaginons, je suis fleuriste A et je sais que fleuriste B, mon compétiteur, fait de la programmatique, moi, je vais dire à l'agence, mon budget est de temps et je veux que mes bannières soient diffusées sur tous les sites en rapport avec les fleurs. Si mon budget est par exemple de l'achat d'un espace publicitaire et de 1 € par espace publicitaire et mon compétiteur, donc le fleuriste B, a un budget de 1,50 € ou 1,50 franc, mon compétiteur va gagner l'enchère, donc va gagner l'espace publicitaire au prix de 1,01 €. Donc vraiment comme les enchères marchent aujourd'hui. L'agence donc va se prendre en fait un pourcentage des frais, en fait des frais de gestion, des frais d'agence sur notre budget, mais le site qui va avoir notre bannière, qui va recevoir notre bannière, va se prendre elle aussi une commission. Donc c'est un peu comme ça que marche la programmatique et Google Ads marche de la même manière d'ailleurs. À la différence, c'est que Google Ads va vraiment être l'étape d'après. Donc la programmatique va aider à la awareness, donc se faire connaître, et Google sera dans l'étape d'après dans le sens où un user, il va taper les mots-clés fleuristes autour de moi sur Google. Donc il aura déjà une intention d'achat qui n'était pas présente à la programmatique. OK, parfait. Et est-ce que tu as quelques exemples, de sites qui justement diffusent ce type de publicité pour que les gens puissent se rendre compte en fait et se dire: «Ah bah oui, effectivement, c'est vrai que quand j'étais sur ce site, j'ai vu des pubs», et en fait associent ce type de site à la programmatique? Alors pratiquement tous les sites internet ont une offre programmatique. Alors comme exemple, je pourrais citer L'Équipe par exemple, l'application L'Équipe ou l'équipe.fr. Donc un site très connu de sport. Donc un bon exemple de bonne programmatique à l'approche de la Saint-Valentin, par exemple. Si je suis encore une fois ce fleuriste et que je veux cibler l'audience mâle pour offrir des fleurs aux audiences femmes, je peux faire de la programmatique et diffuser mes bannières de fleurs sur l'équipe parce que je sais qu'il y aura mon audience qui sera dessus. D'autres exemples, ça peut être tous les sites de news, pas Forbes par exemple, ou ça peut être aussi lemonde.fr, ça peut être auféminin.fr, enfin il y a vraiment beaucoup, beaucoup de sites internet aujourd'hui qui sont ouverts à l'espace programmatique. Et comme tu l'as expliqué avant, dans le business model, l'intérêt pour ces sites, c'est forcément qu'ils vont toucher une part de commission sur le budget du client qui veut se faire connaître. Merci beaucoup d'avoir super bien expliqué la différence entre Google Ads et la programmatique. Tu as aussi mentionné en quoi ils étaient similaires, c'est-à-dire surtout le système d'enchères. Ils sont différents dans le sens où la programmatique, tu l'utilises plutôt en amont du processus d'achat, c'est-à-dire pour faire connaître dans toute la phase d'awareness. Tout à Tandis fait. que Google Ads, on l'utilise plutôt, quand il y a une intention d'achat, donc plutôt, voilà, quand c'est un peu plus avancé dans l'entonnoir, de vente. Mais en ce qui concerne les avantages et désavantages de Google Ads et de la programmatique, là, qu'est-ce que tu peux nous partager à ce sujet? Alors Google Ads a un avantage qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir montrer notre offre ou notre produit au moment où il y a vraiment une intention d'achat de la part de la personne. Donc si je reviens sur mes fleurs, si une personne tape dans Google «magasin de fleurs, gare Cornavin, Genève», nous, on va pouvoir être présent, donc montrer une bannière sur Google Ads au moment où la personne a tapé ces mots-clés dans Google, car nous avons payé, on va dire, on a budgété pour les mots-clés fleurs, magasin, et on avait déjà un ciblage sur Genève. Donc vraiment, c'est être présent dans l'esprit du consommateur, du futur consommateur, au moment du ressenti du besoin. Donc ça, c'est un avantage qui est très intéressant. Je dirais que le principal inconvénient de Google Ads, c'est que les prix sont très élevés. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, malgré tout, on utilise Google comme principal moteur de recherche. Il y en a d'autres comme Bing et Yahoo, mais ils sont très peu utilisés.
Donc vu qu'on n'utilise qu'un seul, moteur de recherche, la concurrence est rude et plus élevée. Donc ça va être, naturellement plus cher. Au niveau de la programmatique, l'avantage principal, c'est vraiment pouvoir cibler la bonne personne au bon moment avec le bon message et ça vaut, vraiment de l'or. C'est vraiment, très intéressant, pour une entreprise. Le gros avantage de la programmatique, c'est vraiment pouvoir faire tout type de targeting, possible et inimaginable pour augmenter son audience. Non seulement notre audience, ciblée va recevoir nos messages, mais en plus, ça va être très personnalisé et précis. Ça va pouvoir aussi se mesurer très efficacement. Par exemple, en programmatique, on va pouvoir mesurer des choses qui ne se mesurent pas sur Google ou sur Facebook. Hem Je donne un exemple, le view rate. Le view rate va nous permettre de connaître, la visibilité de nos bannières. Est-ce qu'elles sont vues à 50, à 60, à 70 ou seulement à 30? Et la programmatique va nous permettre d'optimiser en cours de campagne, toute la campagne en fait. Si nos bannières ne sont vues qu'à 30, on va devoir, optimiser là-dessus, faire quelque chose pour qu'elles soient, plutôt, vues, dès que quelqu'un ouvre un site internet en fait, en tête de liste, on va dire. Le principal, inconvénient de la programmatique, alors malheureusement, pas tout est contrôlable quand on fait, ce type de targeting. Nos bannières peuvent être diffusées sur des sites internet où on n'a pas forcément, envie d'y être. Donc notre audience, elle, y sera, mais nous, en tant que, image de marque, on n'a pas envie d'y être parce que ça peut altérer l'image de marque ou on se dit que c'est un peu, différent, voire complètement différent de notre, entreprise ou de nos produits. Je peux donner un exemple concret. Quand je travaillais, sur le compte de Microsoft, je faisais régulièrement des vérifications de tous les sites sur lesquels mes bannières étaient diffusées et on était souvent diffusés sur des sites de manga parce que Microsoft, a une cible, des geeks, des informaticiens, des personnes qui sont vraiment calées en suite Office, on va dire, de Microsoft et cette audience lisait beaucoup de mangas. Bon ça, c'est le hasard et c'est comme ça, mais nous, on voulait un peu moins être sur des sites de mangas parce qu'on s'est dit que ça pouvait altérer aussi, l'image de la marque. Donc ça demande vraiment une optimisation constante, et une vérification, ou des sites internet sur lesquels nos bannières sont diffusées. Ouais, en plus, c'est un superbe exemple que tu donnes parce que c'est vrai que moi, ça m'est arrivé plutôt les pour certains comptes, quand on cible les parents, en fait, donc des personnes qui ont, par exemple, plus de 40 ans, en fait, les pubs étaient souvent diffusées sur des émissions pour enfants, sur Ah bah YouTube, oui, par ouais. exemple. Ouais, ouais, Et ouais. en fait, quand tu fais le tri, tu te rends compte, mais pourquoi il y a que du, Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, le problème, c'est que du coup, on dépense de l'argent pour diffuser une pub qui ne sera de toute façon pas vue par les parents, mais par les Ouais, enfants. ouais, Parce que forcément, souvent, les parents transmettent leur téléphone aux enfants. ouais. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper important, en fait, de Mmh. vérifier les sites sur lesquels Exact, les exact. pubs sont diffusées, parce qu'on ne peut pas tout Non, contrôler, en on fait. peut pas tout contrôler. Non, on peut pas tout contrôler. Bon après, il faut jamais sous-estimer, le potentiel des enfants à influencer l'achat des parents. Ça Oui, peut je vois marcher dans bien les 2 pour sens. Microsoft 365, l'enfant de 5 ans dire oui, papa, tu devrais. Tu devrais acheter la suite, Office. Et justement, dans quel cas particulier tu recommandes plutôt la programmatique par rapport à Google Ads ou toutes les campagnes sur les réseaux sociaux? La programmatique, je la conseille, pour, se faire connaître, même en étant une petite entreprise, c'est important de se faire connaître, être présent en ligne et même dans la tête des prospects. Le jour où ils voudront acheter un produit, sait-on jamais, hein, pour l'instant le désir d'achat se crée aussi en promouvant nos produits. Donc c'est très important d'être, en ligne, sur internet. Avant qu'ils puissent faire une recherche Google justement. Et bien sûr, la programmatique va vraiment permettre d'augmenter la base de données clients et ça va nous permettre d'aller les chercher là, où ils consomment du contenu et là où nous, on se dirait jamais, «Je vais faire de la pub sur un site, de foot pour l'équipe».
je vends des fleurs, pourquoi j'irais mais non, en fait, notre audience peut acheter des fleurs pour leurs femmes. Donc c'est très important de rester ouvert et la programmatique permet justement d'aller chercher notre audience là où on ne pensait pas que, on y trouverait des clients, en fait. Et en fait, la programmatique est très efficace dans le sens où on va vraiment dépenser chaque dollar sur notre cible. Donc, on va vraiment cibler les bonnes personnes. Donc, c'est pas mal pour ça. On t'a mentionné un aspect qui me semble essentiel, mais qui, je pense, est malheureusement rarement bien géré par les entreprises. Augmenter la base de données clientèle suite au lancement de campagnes payantes. Souvent, on se rend compte que le tracking n'est pas forcément bien implémenté ou que on ne va pas forcément bien gérer tout le processus de lead generation, donc génération de prospects. Peut-être que ce sera le sujet d'un prochain podcast et tu pourras nous en dire plus à ce sujet. Mais à moins que tu veuilles déjà partager un peu ton expérience à ce sujet, comment en fait traquer ces leads qu'on génère à la suite de ces campagnes payantes? Oui, alors, comment traquer ces leads? Je peux peut-être, commencer par, les KPIs en fait qu'on peut avoir, avec une agence. Donc aujourd'hui, auprès d'une agence, comment elle va nous communiquer en fait le retour sur investissement ou même, le retour, performance de nos campagnes. Le retour de performance, ça va dépendre du nombre de clics, par exemple, combien de personnes ont cliqué sur nos bannières avant d'arriver sur notre site internet. Donc ça va être intéressant de savoir. Donc on va pouvoir, calculer donc le retour, donc le CPC, on appelle ça le cost per click. Combien on a dépensé d'argent pour combien de retours de clics, qui va nous donner une bonne indication déjà de nos bannières. Est-ce que nos bannières étaient bien faites? Est-ce que le message était bien écrit? Est-ce qu'il y avait une offre ou pas, et cetera. Ensuite, ce que nous, on va chercher à savoir, c'est en arrivant sur notre site internet, que fait le consommateur? Que fait le prospect? Donc l'agence, média va pouvoir placer des pixels un peu partout sur notre site internet et va pouvoir traquer toutes les actions qu'une personne a fait en arrivant. Est-ce qu'elle a cliqué sur, une vidéo qu'on avait mis? Est-ce qu'elle a, téléchargé une brochure? Est-ce que, enfin voilà, toutes les actions et idéalement, ce qu'on va chercher à faire pour pouvoir enregistrer les informations du client, c'est avoir une lead gen form. Donc lead generation, ça veut dire qu'on va essayer à, générer des leads. Leads, c'est vraiment, capturer la data d'un client, donc ces informations pour pouvoir la recontacter, plus tard. Et on va pouvoir donc estimer le CPL, donc le cost per lead, qui va nous permettre encore une fois de comparer notre budget par rapport au nombre de leads, qu'on a reçus. Donc voilà, tout ça, ce sont des indicateurs, on va dire, de performance que les agences peuvent partager et qui vont nous permettre aussi de savoir comment, orienter un peu plus l'agence dans le futur au niveau, du message, au niveau des bannières publicitaires, différentes, au niveau, du budget même. Enfin, il y a plein d'indicateurs qu'on va pouvoir, avoir après avoir fait un test avec une agence, on va dire. OK, parfait. C'est vrai qu'avant tu as mentionné que en fait, c'était essentiel de travailler avec une agence pour le lancement d'une campagne programmatique. Quelles agences recommandes-tu et pourquoi? Aujourd'hui, plus une agence, on va dire, est grande, moins au niveau des frais d'agence, moins ça sera onéreux au niveau des frais. Ce qui est bien aussi avec les grosses agences, c'est qu'elles ont, une grosse connaissance de tous les clients et elles connaissent pas mal de clients. Donc elles vont pouvoir, donner des, optimisations, elles vont pouvoir, donner des informations, elles vont pouvoir vraiment guider. Hem, donc les grosses agences que j'ai en tête, en tout cas, qui peuvent faire de la programmatique, mais qui peuvent faire aussi du Google Ads aujourd'hui, il y en a pas mal. Donc il y a Publicis, il y a Wavemaker, il y a Ogilvy et cetera et en fait, ces agences, hem, peuvent, faire de la programmatique pour nous, car elles passent par des outils, qu'une personne lambda ne peut pas vraiment utiliser. Je donne par exemple, AppNexus, qui est un outil de trading programmatique. Il faut vraiment, enfin, faut vraiment pouvoir, s'y connaître, il faut vraiment passer du temps dessus et c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut pas se passer d'agence pour faire de la programmatique, quoi. Ou même du Google Ads, hein. Mmh. Clairement.
Tu as mentionné différents KPI durant tout le long de l'interview. KPI, pour rappel, donc, ce sont les indicateurs clés de performance. Tu as parlé du CPL, du CPC aussi. Est-ce que tu en as d'autres que tu conseilles de suivre? Oui, alors les indicateurs de performance, c'était plus des indicateurs au niveau du budget pour savoir comment, optimiser son budget. Ce qui peut être intéressant, de suivre aussi, c'est, par exemple, le CTR ou les conversions. Donc qu'est-ce que le CTR? CTR, ça veut dire un click-through rate et ça va, en fait, nous indiquer à quel point, nos bannières ou à quel point le message a été impactant pour nos prospects. Donc combien de fois, en fait, une personne a vu nos bannières et par rapport à ces vues, combien de fois, la personne, elle a cliqué derrière sur la bannière. Donc c'est ce qu'on appelle un CTR, donc un click-through rate. Et encore une fois, ce qu'on va pouvoir, voir au niveau des performances, c'est le nombre de leads qu'on a réussi à générer par rapport à une campagne donnée pendant, 1 mois ou 2 mois. Parfait. Et est-ce que tu as peut-être un exemple en tête à nous partager d'une campagne programmatique que tu as dû gérer? Peut-être du côté de l'agence ou du côté du client? Et un peu, voilà, tout le process, comment ça s'est passé, quels ont été les résultats? J'ai un très bon exemple en tête. Disons que j'ai le point de vue agence, et j'ai le point de vue, client aujourd'hui. Au niveau du point de vue agence, donc ce qui se passe, donc je vais revenir sur, Microsoft, où ça peut être, un autre client que j'ai eu, qui était dans les montres, on va dire à Genève. Ce qui se passe, c'est on reçoit le brief, donc on a un template déjà, presque pré-rempli où le client a juste à cocher des cases et va nous indiquer encore une fois, bah, la zone géographique qu'ils veulent cibler, les users qu'ils ont en tête, donc le ciblage de l'audience. Peut-être qu'ils ont un âge, peut-être, qu'ils ont, un, male ou female, en tête. Est-ce que, ils veulent lancer un produit ou c'est vraiment juste pour, se faire connaître, un peu plus et être présent dans l'esprit du consommateur? Donc voilà, on reçoit, aujourd'hui, l'information de cette personne, on va dire, dans les montres. Je reçois toutes les informations. Si j'ai des questions ou si ce n'est pas encore assez précis pour moi, je vais leur demander de faire un petit catch-up call où on va en discuter un peu plus en détail. À partir de là, je vais, soit voir avec eux s'ils ont des bannières qui sont pré-créées. Si ce n'est pas le cas, je vais travailler avec une agence de créa. Donc nous, on avait un créa en interne, mais si on n'en a pas, on peut bien sûr, passer par une agence et ce créateur va nous créer des bannières dans plusieurs formats, qui soient, des formats, possibles, et accessibles sur, téléphone ou, sur ordinateur. Une fois que les bannières sont faites, on va les faire valider par le client. S'il les aime, on va pouvoir, lancer la campagne. Donc bien sûr, on aura au préalable, son budget, le temps de campagne et cetera. Donc pour lancer la campagne, si c'est de la programmatique ou du Google, on va aller sur, j'ai mentionné AppNexus qui est aujourd'hui un trading, board pour pouvoir faire du trading en programmatique. Donc on va mettre le budget du client, on va mettre, ses KPIs et on va mettre, tous les paramètres en fait qui vont nous aider à lancer la campagne. Sur Google, on va faire de même et sur, Facebook, par exemple, on fera de même aussi. Une fois que tout est en place, on va pouvoir, lancer la campagne et le travail, en fait, le plus important pour une agence, je dirais que c'est l'optimisation qui est faite. Durant toute la durée de la campagne, on va devoir vérifier tous les paramètres. Est-ce que les bannières sont vues? Est-ce que, les sites internet sur lesquels, les bannières sont diffusées sont, selon nous, OK pour le client? Est-ce qu'il y a un potentiel, risque pour l'image de marque pour le client? Donc on va créer en fait ce qu'on appelle des blacklists. Donc c'est tous les sites internet sur lesquels nos bannières ont été diffusées, mais on n'a vraiment pas envie qu'elles soient diffusées dans le futur, parce que, on pense que ça peut être impactant pour l'image du client. Donc, on va vraiment observer, tous les jours comment la campagne se comporte, comment les budgets sont diffusés et comment, en fait, notre audience aussi se comporte par rapport à notre campagne. Les clients peuvent demander, des vérifications, tous les mois. Donc tous les mois, on va les avoir au téléphone pour leur tenir au courant de comment se comporte la campagne et généralement, à la fin de chaque campagne, on fait un report général
de la campagne, avec une explication en détail, semaine par semaine, du budget dépensé, à quel prix, pour quelles bannières, quelles étaient les bannières qui ont le plus marché, qu'est-ce qu'on en tire de l'audience. Est-ce que l'audience, au final, elle a plus 18 ou elle a plus 20 ans? Est-ce que c'est plus un homme ou une femme? On va pouvoir vraiment donner des paramètres poussés au retour au client. Hyper intéressant. Et quelles sont tes recommandations pour gérer au mieux une campagne programmatique, peut-être cette fois du côté du client, vu que voilà, tu as bien explicité le côté de l'agence, mais vis-à-vis du client? Alors le client, pour pouvoir au mieux avoir les meilleures informations, de l'agence, peut poser plusieurs questions. Déjà comment va le budget? Est-ce que l'agence a mis en place un budget par jour ou par semaine ou par mois? Comment se comporte le budget? Comment se comporte aussi la diffusion des bannières? En fait, les agences peuvent aujourd'hui définir si un utilisateur va recevoir la bannière 3 fois par jour, 3 fois par semaine ou 3 fois par mois. C'est intéressant de savoir en fait à quel point va voir la bannière un utilisateur pour savoir si c'est plus au niveau de l'intensité des bannières ou si juste diffuser une bannière une fois par semaine suffit, par exemple. Les questions intéressantes peuvent être aussi le view rate. Est-ce que la bannière a été vue, par exemple, en moyenne à 60% ou à 70% ou autre? Est-ce que les bannières ont été plus diffusées sur des téléphones ou des ordinateurs? Ça peut nous indiquer, en fait, pour les futures campagnes, je vais plutôt cibler les téléphones parce qu'aujourd'hui, notre audience consomme plus et passe plus de temps, en tout cas, sur son téléphone. Donc, on va pouvoir créer des bannières plus tournées téléphone dans le futur. On va pouvoir aussi demander sur quel site notre audience consomme nos bannières pour un peu connaître notre audience. Je reviens encore sur les fleuristes et le site de sport L'Équipe. C'est un bon indicateur qu'on n'aurait peut-être pas su si on n'avait pas fait une campagne programmatique et si notre bannière n'avait pas été diffusée sur ce site-là. Il y a vraiment plein de questions qu'on va pouvoir poser et je pense que ce qui peut intéresser un client et moi, c'est ce qui m'intéresse en étant du côté client, aujourd'hui, c'est, qui est mon client? Est-ce que mon client, c'est vraiment celui que je pensais ou celle que je pensais? Alors je peux donner un exemple concret. Moi, aujourd'hui, je vends des machines, de construction et je pense, en tout cas, c'est ce qu'on m'a toujours dit, que mon audience, c'est, un homme, entre, 30 et 60 ans. En fait, je vends des machines qui sont assez petites, c'est pas des grosses machines et en travaillant avec mon agence de programmatique, je leur ai demandé d'enlever avant, ils excluaient les femmes, de manière automatique, mais je leur ai demandé de remettre les femmes dans le targeting, juste pour voir enfin, ce qui se passait et on se rend compte aujourd'hui que, les femmes ont une grande influence sur les décisionnaires d'achat des machines de construction. Donc les femmes se renseignent sur les machines et elles peuvent influencer l'achat d'une machine. Donc il ne faut jamais restreindre trop son ciblage parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais qui est vraiment derrière notre targeting. Et en fait, au final, aujourd'hui, je n'exclus plus jamais les femmes parce que elles peuvent influencer la décision d'achat d'une machine de construction. Mmh. Et je pense qu'effectivement, là, ça reprend un peu 2 concepts clés en marketing. Le premier, c'est qu'il faut commencer large, son ciblage, et l'affiner petit à petit. Tout à fait. Et peut-être que souvent les entreprises font l'inverse, Ouais. alors qu'il faut vraiment commencer Exactement. large. Tout à fait, exactement. Donc c'est pas parce que vous vendez des fleurs que ce sont seulement les femmes qui vont les acheter, donc vraiment, ouvrir l'audience. Et le deuxième aspect aussi qui est hyper important, c'est d'être conscient que le marketing, c'est un processus itératif. C'est-à-dire que oui, au départ, on définit notre audience en pensant qu'on la connaît, ou du moins on se base sur celle qu'on connaît déjà, mais que après avoir lancé ces campagnes et avoir obtenu les résultats, les avoir analysés, il faut repenser ce qu'on avait défini au préalable. Donc en Tout à fait, il fait. faut revenir au début et refaire Tout à toute une fait. boucle. Tout à fait. Et ça, souvent, en fait, j'ai l'impression que les entreprises ont tendance à l'oublier. Ouais.
Et du coup, est-ce que tu as un mot de la fin à partager? Mot de la fin, alors en tant qu'entreprise, moi je dirais il faut tester, il faut essayer, et il n'y a que des bonnes surprises, je dirais, en faisant de la programmatique, ou du Google Ads ou même du Facebook, mais surtout de la programmatique parce que la programmatique vraiment permet de découvrir nos clients et de des nouveaux clients et des clients qu'on ne pensait pas en fait, au final pouvoir, avoir ou qu'on ne pensait pas pouvoir, être intéressés par nos produits. Mot de la fin, je dirais, si vous êtes une entreprise, essayez, testez et vous verrez, vous ne serez pas déçus. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience internationale auprès d'une audience suisse qui peut-être ne connaît pas encore très bien, la programmatique. J'ai trouvé en tout cas hyper enrichissant, donc j'espère que l'audience aussi. Et mille merci et peut-être, une prochaine fois pour que tu nous parles plus de tout ce processus de génération de prospects. Ne sait-on jamais. Avec plaisir, ouais. Donc ciao, Ouais, une ciao. prochaine fois. Bonne journée. Bonne journée.